Nos premiers invités sont à l'affiche du Prince oublié, le nouveau film de Michel Hazanavicius. Bérénice Bejo et Omar Sy sont dans Click. Je dirais même bonsoir. Ah oui, c'est même le soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors vous êtes à l'affiche du Prince oublié, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius avec François Damiens et Sarah Gay. Ça sort en salle demain. Vous êtes deux. Est-ce qu'on peut pitcher le film? Est-ce que je peux commencer par dire un autre truc, oui, moi, qui est pas tout à fait rien à voir? Mais je suis très content d'être dans cette formule de Click. C'est la première fois que je le fais et je voulais te dire devant toute la France que je suis fier de toi. Eh ben merci. Voilà. Bravo. Bravo, Louis. Eh ben c'est réciproque. Merci bien. Mais il y a un petit peu plus de Français qui te connaissent. Alors le pitch. Voilà, le pitch. Je te laisse faire le pitch. Non, on va y aller. Tu racontes les histoires, c'est toi qui racontes les histoires. Bérénice, on va y aller tous ensemble, d'accord? Ok. C'est l'histoire d'Omar, il est avec sa fille. Ils vont à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la maison, il lui raconte une histoire. En fait, c'est un père qui élève sa fille seule et qui lui raconte des histoires tous les soirs. Et donc, c'est leur petit rituel. Et en fait, il lui raconte des histoires. Et dans ces histoires, il raconte l'histoire d'un prince qui est lui-même, en fait, et la princesse qui est sa fille. Et donc, c'est l'histoire de ce prince et cette princesse, tous les soirs, jusqu'au jour où sa fille, à l'âge de 11 ans, l'âge de l'entrée au collège, ne veut plus de ces histoires. Et au même moment, vous croisez dans l'ascenseur la chère voisine. La voisine de palier. Voilà. Pleine de couleurs, pleine de charme, rigolote, gaffeuse, qui arrive jamais au bon moment, mais qui est quand même fort sympathique. Et la petite l'aime beaucoup tout de suite, mais lui ne la voit pas. Parce que vous l'appelez le veuf d'emblée. Oui, c'est-à-dire qu'il est veuf, sa femme est morte et Non, mais c'est un peu ce genre de personnage, vous savez, qui ressemble un peu aux enfants, qui disent tout ce qu'ils pensent, qu'il n'y a pas de filtre. Et tout d'un coup, c'est genre, je viens de dire une grosse bêtise. Et c'est des personnages très agréables à jouer parce qu'ils sont rigolos, touchants. On aime bien les personnages pas parfaits, quoi. Bérénice Bejo, vous nous faites un petit plaisir dans Click. Vous pouvez regarder juste la caméra et dire bande-annonce Click. Bande-annonce Click. Eh ben voilà. J'ai toujours voulu dire à la télé, c'est pour les petits et les grands. Tu peux le dire. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est la vérité, c'est ça qui est marrant. C'est pas gratuit, quoi. Après-midi de folie. C'est ça. Non mais, sans blague, pour les petits et les grands, c'est très rare en fait dans le cinéma français qu'on s'intéresse aux petits et aux grands parce que c'est un film qui parle de la paternité et qui parle aussi des premiers amours de l'enfant ou de l'adolescent. C'est ça le moment où en fait l'enfant sort de la petite enfance et si tu veux, commence à se détacher un peu des parents, l'entrée au collège où il y a le début de l'indépendance, où on se sent un peu grand. Donc c'est un moment charnière en fait dans une famille. C'est vrai que c'est hyper cool de pouvoir en parler comme ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis d'aborder ces thèmes-là. En France, on le fait plus rarement. Ça rappelle l'histoire sans fin. Ouais. Déjà, ouais, bien sûr, il y a de ça, mais aussi vice-versa, enfin plein de trucs comme ça. Mais là, en fait, Michel, il arrive à faire un truc, je trouve, qui est plutôt rare, c'est qu'en général, on a un film où les enfants et les parents peuvent s'y retrouver, mais chacun sur une lecture différente, avec des scènes et des dialogues différents. Et ça comble aussi un vide dans le cinéma français. Si je vous pose la question, quel film vous montreriez à vos enfants? Il n'y en a pas tant que ça, en fait. C'est un film où on peut y aller avec les grands-parents et les enfants. Aussi. C'est un film qui parle de la crise d'adolescence et aussi la crise de la cinquantaine, disons quarantaine. Donc c'est vraiment les deux points de vue de transmission. Mais c'est douloureux pour les enfants de grandir. Enfin, c'est un peu particulier. Et les parents, c'est pareil. C'est un âge où on a plus de 30 ans, on en a 45. Nos enfants, ils ont plus besoin de nous. Et tout est chamboulé, quoi. Et je trouve que dans le film... Ouais. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. J'ai 2 belles filles et 2 enfants. Quel âge? 21, 16, 11 et 8. Donc comment est-ce qu'on prend le premier amour d'un enfant? Comment est-ce qu'on le gère quand on est parent? Pour le moment, il n'y en a pas eu, ouais. Donc ça va. 21. Et les grandes, non, mais les grandes, elles ont eu. Mais disons, comme c'est pas mes enfants, donc du coup, je le vis beaucoup mieux, je pense. Mais ceci dit, Michel, il racontait que quand l'une des petites, elles étaient à la maternelle, elles avaient 5 ans. Il y en a une qui arrêtait pas de parler de Félix. Donc elle disait Félix par-ci, Félix par-là. Un jour, il va chercher sa fille à l'école. Il fait mais c'est qui Félix là? Montre-moi Félix là. Il vous montre un petit blond tout mignon. Il l'a tapé? Il rentre à la maison et il dit à la mère de ses filles, je dis Félix, franchement, il est pas il est pas ouf quoi. Pas ouf, ouais. Et du coup, depuis ce jour-là, il s'est dit mais c'est nul. Mais attends, mais de quoi je me mêle? Et du coup, ça a été. Et Omar, papa?
oui. Obligé d'être sincère. Non, c'est une réaction normale. C'est la règle du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit Félix ou un autre, il n'est pas ouf. De toute façon, par principe, il n'est pas ouf. Non, mais lui, il appelle l'autre. Non, c'est l'autre. Non, mais il n'est pas ouf. Et par principe, on va être relou avec lui. Mais gentiment, il faut juste savonner un peu la planche, le mettre un peu mal à l'aise. C'est la règle du jeu. On est passé par là, il passera par là. Il n'y a pas de raison. Et il fera pareil pour ses enfants. Donc, c'est un truc, c'est une règle, quoi. On allait demander à un pédopsychiatre comment est-ce qu'on percevait ça quand on était parents. Le fait que sa fille s'intéresse aux jeunes hommes, par exemple, va évidemment remuer les choses pour lui et va l'interroger sur sa propre existence. Qu'a-t-il fait, lui, de sa vie d'homme? Est-ce qu'il l'a laissé complètement de côté, comme on le voit assez souvent, où beaucoup de pères seuls vont se dévouer complètement à la cause de leur enfant? Ça peut être difficile pour le père comme pour la fille. Elle peut s'en vouloir de quitter un père si bon qu'il avait aidé et accompagné jusque-là sans défaillir, et l'impression presque de le laisser seul et d'occasionner son malheur. Et le père devrait d'ailleurs s'en réjouir aussi d'avoir réussi à ce point à jouer son rôle de père qu'il permet à sa fille de prendre ses distances. Ça, c'est quand même ce que les parents peuvent souhaiter de mieux, que leur enfant soit capable de voler et de s'envoler dans leur vie sans eux. Bah oui. C'est le problème, c'est-à-dire qu'ils ont développé, comme la mère est morte quand la petite était... Les personnages du film, pas dans... Oui, on est pas... on rigole dans le film, attention. Ouais, mais et du coup, ils ont développé une relation qui est presque de couple, hein, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils mangent tous les deux, lui, il réfléchit à l'histoire qu'il va lui raconter. Ils ont une relation très fusionnelle. Et c'est vrai que, et pour le papa et pour la petite fille, il est temps d'aller voir ailleurs, en fait, de vivre quelque chose. Le Prince oublié, c'est une comédie qui s'intéresse aux enfants, il n'y en a pas beaucoup. Et les enfants, ce qui les intéresse énormément, c'est la planète. On va recevoir tout de suite quelqu'un qui a écrit un livre. C'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et vous allez voir, à chacune de ces phrases, vous allez dire « Ah bon ?» Bonsoir et bienvenue dans « Ah bon ?» l'émission où on reçoit des invités à qui on a envie de répondre « Ah bon ?» Tout de suite, c'est Mark Hens que je reçois. Pourquoi devrais-je vous répondre « Ah bon ?» Eh bien, tout simplement... Pardonnez-moi, j'ai un glaire. Ah bon? Oui, en fait, tout simplement parce que je fais des rêves qui ne sont pas intéressants. Ah bon? Par exemple, hier, j'ai rêvé que j'étais à la poste. Ah bon? Oui. Mais ça vous arrive jamais de faire des rêves un petit peu hors du commun Non. Ah bon? Non. Ah si, bien sûr. Pardonnez-moi. Une fois, j'ai rêvé que j'étais à la piscine. Ah bon? Il publie le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et vous allez voir, vous allez tous dire « Ah bon ?» Aurélien Barraud est dans Click. Bonsoir Aurélien Barraud, vous êtes astrophysicien spécialiste des trous noirs, des astroparticules et de la cosmologie. Vous êtes aussi poète et docteur en philosophie. On aime beaucoup vous recevoir dans Click, c'est la deuxième fois que vous venez. Merci d'être avec nous. Vous publiez une édition revue et augmentée de Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est un livre qui alerte, c'est un livre qui alarme, mais c'est aussi un livre avec des solutions. Je vais vous en lire quelques-unes. Moins consommer, moins d'achats en grande surface, moins de produits transformés, moins rouler, cesser de consommer des énergies fossiles, stopper les pesticides, arrêter le plastique, stopper le gaspillage, plus de tri, plus de partage et s'interroger davantage sur les entreprises extrêmement polluantes. Ah bon? Ouais, ça c'est les petites choses. Mais moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Si tu veux, il faut interroger l'ensemble de ce qui est construit. Aujourd'hui, moi, je crois qu'on fait face à une situation qui est totalement dramatique. En 30 secondes, pour faire un petit bilan, on regarde du côté des animaux. On voit que chez les poissons, chez les reptiles, chez les mammifères, dans toutes les branches du vivant, en quelques décennies, l'essentiel des populations, non pas ont disparu, comme on le dit parfois, il faut faire attention aux mots, mais ont été tués. C'est ce que mes collègues appellent un anéantissement biologique global. Ensuite, on regarde chez les végétaux et on se rend compte que depuis le début de l'agriculture, environ 60% des forêts ont disparu. Donc là encore, on a déjà perdu l'essentiel. Donc les sceptiques qui nous disent que c'est pas grave, en fait, c'est pas simplement qu'ils se trompent sur l'avenir, c'est qu'ils n'ont même pas encore commencé à comprendre le passé. Et enfin, on peut regarder chez les humains. Et chez les humains, c'est vrai, le pire est plutôt devant nous. Quoique j'aime pas tellement cette formule parce qu'elle obère tous les dégâts et tous les crimes néocoloniaux très récents qui ont déjà eu des conséquences dévastatrices dans beaucoup de pays pauvres.
Mais c'est vrai, la totalité de l'humanité va être touchée, puisqu'on estime que d'ici la fin du siècle, 74% de la population mondiale sera soumise à des canicules potentiellement mortelles. Donc là, on ne parle pas d'inconfort, hein, on parle de risque vital. Et l'ONU, très prudente, estime qu'au-delà de 3 degrés de réchauffement climatique, et plus personne ne doute maintenant que c'est ce vers quoi on se destine, eh bien, nous serons en situation d'instabilité alimentaire globale. Autrement dit, la famine, elle existait déjà, hélas, dans beaucoup d'endroits du monde. Ce qu'on est en train de dire maintenant, en clair, c'est qu'elle revient partout. Où est-ce qu'il Ce faut n'est aller plus un mauvais souvenir. Il faut aller vers la raison. Il faut aller vers un peu moins de stupidité et il faut aller vers un monde dans lequel on confie, je dirais, les rênes à des gens sérieux. Actuellement, je crois, et je n'ai personne en tête, c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement les chefs d'entreprise, c'est que globalement, aujourd'hui, les hommes et femmes de pouvoir ne sont pas des gens sérieux. Ils n'ont pas bien compris les questions. Moi, en tant que professeur, je dirais que si je compare à mes étudiants en physique théorique, ils seraient un peu comme ça, en queue de classe. Voilà, ça serait les mauvais élèves, vous savez, qui sèchent les cours, qui n'ont pas fait le travail conceptuel, qui n'ont pas bien compris les enjeux, mais qui essayent quand même de sauver la mise en roulant des mécaniques et en devenant parfois même violents quand on touche à leurs intérêts. Justement, la violence, j'aimerais qu'on en parle, Émilie. Effectivement, en fait, on voulait surtout parler de la mobilisation des jeunes et en fait, cette mobilisation, elle a été moquée et on se demande, parce que c'était une mobilisation qui est restée très pacifique, évidemment, qui a été menée par Greta Thunberg. Mais tout ça, ça pourrait changer. En fait, ça pourrait se transformer en violence. Et Nicolas Hulot, effectivement, met en garde ceux qui voudraient se moquer de Greta Thunberg et de ces rassemblements pacifiques qui pourraient évoluer. Moi, je mets en garde ceux qui se moquent de Greta Thunberg, parce que ce qu'il faut entendre derrière, c'est le message d'inquiétude, d'espoir et de désespoir. Et elle nous met face à nos responsabilités. Je mets en garde simplement les politiques dans le monde entier. C'est que pour l'instant, la jeunesse se manifeste plutôt de manière assez pacifique. Mais, ça pourrait changer. Mais évidemment que ça pourra changer. Et vous appelez à des révolutions, mais est-ce que les révolutions, elles peuvent être pacifiques ? Peut-être pas. Mais moi, je crois que là encore, une fois de plus, il faut être sérieux avec le terme de violence. Évidemment. Pardon, oui, je t'en prie. Une révolution ne peut pas être pacifique. Je pense qu'on est obligé, à un moment donné, de passer par un moment chaotique. Bon, je te remercie. Il y a donc plus radical que moi, c'est très bien. Non, mais pour une fois, c'est pas moi qui me ferai allumer sur les réseaux sociaux. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que non, mais ça ne veut pas dire. Enfin, je veux dire, quand il faut changer les choses, il faut changer les choses. Et parfois, ça fait des morts. Hein. Mais surtout, il faut quand même être sérieux. C'est-à-dire qu'on peut tous se prendre par la main et se dire on déteste la violence. Oh, on déteste tous la violence. Omar, je suis sûr, il déteste la violence. Je déteste ça, oui. Tu vois, je le connais bien. Non, il n'a pas envie de se retrouver dans la sauce. Le problème, c'est que le système actuel... Les gens qui se sont battus pour les démocraties, il y en a plein qui sont morts. Mais le point fondamental, c'est que le système actuel est ultra-violent. Et donc, le laisser faire la violence est aussi une forme de violence. Et là, il faut être sérieux, c'est-à-dire hiérarchiser les enjeux. Donnons un exemple très clair. Casser la vitre d'une enseigne, c'est violent. Incontestablement, c'est même interdit, c'est même illégal, soit. Mais qu'est-ce qui est le plus violent ? Casser la vitre d'une enseigne qui elle-même potentiellement maltraite ses salariés, dévaste l'environnement, maltraite les animaux, ou est-ce que c'est emmener ses enfants y déjeuner en famille ? C'est pas si évident que ça. Et je crois que ces questions doivent être posées aujourd'hui. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire que casser la vitre d'une enseigne, c'est illégal, c'est répréhensible, c'est éventuellement condamnable. En droit, ça n'est pas violent. Moi, perso, je le condamne. Mais non, mais il faut. C'est s'attaquer à des symboles et pas à des personnes. Mais là, en fait, la violence, c'est une caractéristique juridique qui s'exerce à l'égard des personnes. Et donc, condamner des manifestations, éventuellement des manifestations de jeunes parce qu'elles génèrent de la casse. On peut le faire, on peut en débattre, c'est un débat qu'on peut avoir. Par contre, dire que ce sont des manifestations violentes, la violence s'exerce à l'égard des personnes. Et à l'égard des biens, c'est simplement de la dégradation de biens. Autre chose de violence, c'est pas non plus que la manifestation. Quand on parle de révolution violente, c'est pas forcément la manifestation ou ni même la contestation qui peut être violente. Moi, je pense que quand on parle de l'écologie, et là, ce qui va être violent et ce qui le sera forcément et devra l'être, c'est les changements. C'est-à-dire le changement de nos habitudes. Ça peut avoir une forme de violence, d'être un peu radical dans les changements qu'on va devoir opérer. Je pense que la violence, pour moi, elle se situe plus là que dans la contestation. J'aimerais vous parler d'une autre violence, qui est la violence de la nature. Quand on voit ce qui s'est passé à Los Angeles avec les incendies, ce qui s'est passé en Australie, ce qui se passe là avec les tempêtes, avec les incendies qui risquent d'y avoir en Corse, c'est aussi une violence. Oui, enfin là, c'est quand même une violence de la nature qui est extraordinairement provoquée par l'environnement humain qui a affaibli les forêts et qui a contribué à un réchauffement climatique qui est essentiellement à l'origine de ces désastres. Vous savez, le grand poète Jean Genet distinguait la violence individuelle de la brutalité qui est plutôt étatique et systémique. Et
Et parfois, la violence est nécessaire contre la brutalité. Il faut hiérarchiser les violences. On est tous en droit, et peut-être même en devoir, de casser la gueule à un assassin qui est sur le point de tuer 3 enfants. Et personne ne s'offusquera qu'on casse la gueule à ce monstre. Et c'est même nécessaire. Aujourd'hui, on est quand même face à un monstre, puisque notre système est en train de tuer la vie sur Terre. C'est pas tout à fait un détail. En quelques décennies, on fait ce qui n'a pas pu se passer en quelques milliards d'années. Et donc, face à cet ogre systémique avec des conséquences démesurées sur notre avenir, il faut effectivement être un peu sérieux et être un peu raisonnable. Et être raisonnable, c'est être révolutionnaire. À côté de vous, Omar Sy, Bérénice Bejo, qui sont mère et père de famille. Moi aussi. Vous aussi. Est-ce que vos petits-enfants connaîtront la planète qu'on a connue ou pas ? Ah bah là, on prend aucun risque à répondre non. On est dans un processus d'accélération exponentielle de la catastrophe. On entend parfois dire qu'il faut aller plus vite dans la transition ou la révolution écologique. C'est une plaisanterie. La transition écologique n'a pas commencé. Si vous permettez, je vous donne juste un seul exemple. En ce moment, on est en train d'attribuer les fréquences de la 5G. Personne ne se pose la question. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est un défi stratégique. Vous savez, normalement, quand on fait une action, on voit ce qu'on perd et on voit ce qu'on gagne. Si là, vous démissionnez de clic pour aller travailler autre part, vous allez peut-être gagner quelque chose, mais vous allez quand même réfléchir à ce que vous perdez. Je suis très heureux ici. Oui, bah, moi, je me joins à Omar et je te félicite pour ce que tu fais. Mais merci. Ceci étant dit, tu vois, la 5G, on se précipite dedans. Alors qu'on a beaucoup débattu des effets des ondes sur la santé. Bon, ça, sincèrement, j'y crois pas trop. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la 5G, c'est quoi la 5G ? La nouvelle génération de téléphonie mobile, qui évidemment est un enjeu industriel et stratégique majeur. On ne sait pas très bien ce que ça va apporter, mais on trouvera des utilisations, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce que ça va nous coûter ? Bon, les effets des ondes sur la santé, moi je ne crois pas que ce soit un très gros problème pour être honnête. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on va multiplier par 3 la consommation des opérateurs en quelques années. On est dans une période où l'économie d'énergie devrait être notre obsession. Si nous étions sérieux et rationnels, ce serait notre obsession. Là, on va multiplier par 3 une consommation qui est une part non négligeable du bilan national. Ensuite, on va également extraire de nombreux matériaux pour multiplier les relais. On va devoir créer des milliards de téléphones portables nouveaux pour se connecter à cette nouvelle technologie, alors même que le seul salut du numérique aujourd'hui, ce serait de le pérenniser. Donc on a exactement tout faux. Sans compter l'augmentation de la fracture numérique, les risques de cybersécurité, la désocialisation que ça induit sur les enfants et les brouillages sur les fréquences météorologiques. Enfin, c'est pas comme si on avait un problème climatique qui rendait la météo importante. Hein. C'est certainement pas ça. Et donc, on a un coût gigantesque pour la 5G dont on ne débat pas, parce qu'il faut le faire. On est en fait des gamins dans leur cours de récréation qui veulent jouer avec leur nouveau joujou. Mais bien sûr que quand elle sera là, on s'en servira. Moi aussi, j'ai un smartphone et moi aussi, j'utiliserai la 5G. Et on sera bien content d'avoir je ne sais quel petit gadget en plus. Mais le coût est littéralement exorbitant. Il faudrait qu'on devienne sérieux et qu'on regarde la balance bénéfice-risque. Vos enfants, comment ils vous en parlent du climat, de l'écologie, de leurs angoisses? Non, alors ça passe pas par les angoisses, mais ils sont extrêmement conscients. Nous, on les a élevés comme ça, on en a conscience. Donc, je sais pas, c'est le petit plastique du paquet de chewing-gum, jamais il va être par terre, ça a l'air idiot. La douche, ils savent très bien que c'est très rapide. Il n'y a plus de bain à la maison depuis 3 ans. Donc déjà, quand ma fille elle me demande un bain, je dis bah non. Enfin, ça passe par la compréhension de bah moi aussi j'aimerais vraiment pouvoir avoir la Tour Eiffel à la maison, mais ce n'est pas possible. Enfin, on essaie de rigoler, mais de leur expliquer que s'ils veulent que le monde existe, qu'il soit meilleur, il faut évidemment changer. Mais c'est vraiment compliqué. Alors, il y a des gourdes à la maison, on fait le tri. Petit à petit, on leur dit on va faire des cadeaux qui sont dématérialisés, on peut aller au spectacle plutôt que ça. Mais c'est compliqué. Ou alors, on va acheter vintage. Enfin, ça passe par des petites choses parce qu'ils sont petits, donc il faut leur expliquer petit à petit. Je ne sais pas comment vous faites, mais ils ont quand même conscience. On ne change pas de cartable tous les ans, on n'achète pas n'importe où. Je dis mais pourquoi tu m'achètes pas des Nike? Et ben je dis parce que justement c'est pas bien, donc on va essayer d'acheter français. Mais c'est vraiment c'est compliqué parce qu'en fait ils grandissent ces enfants avec un avenir qui est tellement noir. C'est-à-dire, on leur dit tout va mal, la planète va mal, je ne sais pas si tu vas trouver du travail. Et juste pour rebondir, c'est pour ça qu'il faut continuer à leur raconter des histoires. Hein. Je rebondis, je ne fais pas de la promo, mais c'est très important de leur donner des rêves. Quand on a des rêves, quand on a une imagination débordante, eh ben, ça se transforme après en action. Et nos enfants, ils manquent de rêves, ils manquent d'histoires. Ils sont parfois trop dans leur téléphone ou dans tous ces objets extraordinaires qu'on a inventés, mais qui nous ont aussi pourri la vie. Et il faut leur donner de nouveaux espoirs et de nouveaux, l'imagination, c'est le plus beau cadeau. Exactement. Mais ils sont conscients quand même. Après, c'est des âges différents, mais pour les miennes, en tout cas, ouais, c'est ça. Moi, pour les plus grandes, en fait, elles sont déjà conscientes et déjà en action, en fait. Ouais. On se rend compte que
Ils ont beaucoup plus de courage que nous, ils sont beaucoup plus déterminés, ils sont beaucoup plus informés. Moi, mes enfants me perturbent même par moments, par les actions qu'ils font et par la conscience qu'ils ont de ce qui se passe. Et en fait, là où on essaie, nous, justement, à essayer de les faire rêver, de les amener dans un truc un peu pour les protéger, eux, ils sont déjà sortis de cette bulle-là et ils sont hyper conscients du monde dans lequel ils vivent et ils sont déjà conscients du monde dans lequel ils ne veulent pas vivre. Donc, du coup, ils sont déjà en action, ils sont conscients que c'est compliqué. En fait, là où nous, on essaye, dans une forme de déni, de ne pas voir à quel point c'est une catastrophe, eux, ils en sont conscients. Mais c'est pour ça qu'on a une fille comme Greta, là, qui est déjà partie toute balle, elle, pour se faire le demain qu'elle a envie d'avoir, quoi. Aurélien Barraud, Pardon, Émilie. J'allais poser la question. Greta Thunberg, on a identifié une figure. Vous, est-ce que vous pensez que c'est bien, justement, de peopleiser un peu cette lutte-là, d'avoir une figure qui ressort de ce mouvement, même si c'est important de l'entendre, évidemment. Il ne faut absolument pas la peopleiser, et c'est pour ça que moi je suis dans une démarche de retrait assumé et constant. Mais c'est pas important. Il faut essayer tous azimuts. Parce que je suis d'accord avec ce que disent Bérénice et Omar, mais ça, il faut être conscient que c'est juste le tout début du premier pas. C'est pas en triant les déchets qu'on résout le problème, mais vraiment pas du tout. Ça sert uniquement comme petite phase de prise de conscience, mais il faut une révolution systémique. On ne peut pas traiter un problème systémique autrement que par une solution systémique. Mais il y a aussi une question sociale. Faut mais c'est totalement lié à la question sociale. C'est fondamentalement lié à la question sociale. Non, je pense pas, Mouloud, je pense pas. Je pense que le monde actuel dans lequel on vit est extraordinairement coûteux socialement. On est en train aujourd'hui de détricoter tout le tissu social de ce pays. On est en train de faire preuve d'une extraordinaire violence à l'égard des précarisés et des plus pauvres. Et pourtant, ça va très mal du point de vue écologique. On pourrait gagner sur tous les tableaux. Alors pourquoi cette idée que l'écologie... C'est ça. Moi, j'ai une question. Alors, comment quelqu'un qui ne gagne pas bien sa vie peut être écolo ? Ah, mais il devrait l'être. Mais comment il peut le faire ? Il devrait, d'accord, mais comment il le fait concrètement ? Mais il l'est, de toute façon. Ceux qui polluent aujourd'hui, ce sont les riches. Hein. Donc, de toute façon, ceux qui n'ont pas d'argent, ce n'est pas eux qui détruisent la planète. C'est très cher par rapport à... Regarde la croissance. C'est un truc dont on nous parle tout le temps. C'est super important, la croissance. Alors déjà, pour dire qu'on est en ce moment, depuis quelques décennies, en croissance, il faut quand même être un peu fou. Parce que du point de vue éthique, on est en train de tuer la vie sur Terre. Et du point de vue économique, on est aujourd'hui en train de détruire notre capital de départ, en créant des objets qui ont beaucoup moins de valeur que le capital de départ. Donc déjà, du point de vue rationnel, on n'est pas du tout en croissance en ce moment. Il faut être un peu économiste ou fou pour croire qu'on est en croissance. Mais appelons ça croissance pour coller avec la vision générale. Bon, ça, il y a 3 possibilités aujourd'hui pour demain. C'est très, très facile à voir. Soit on commence à décroître au sens économique du terme, c'est-à-dire en diminuant la production d'objets matériels. On peut continuer à croître pour l'amour, pour la solidarité, la créativité scientifique, artistique, cinématographique, poétique. Tout ça, ça va très bien. On diminue simplement la production d'objets matériels. On le fait parce qu'on le veut, on commence à partager, et alors on arrange à la fois le problème écologique et le problème social. Ça, c'est peu probable. Le deuxième scénario, qui est beaucoup plus probable, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on s'accroche à la croissance. Donc on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte, on se prend 5, 6, 7 degrés de réchauffement climatique, on généralise la famine mondiale, et on aura des guerres, des régimes totalitaires, etc., parce que la croissance non voulue, non désirée, c'est toujours ce qui engendre effectivement les basculements politiques vers le pire. Et le troisième scénario, c'est celui dans lequel on arrive à trouver d'autres sources d'énergie. Et donc on arrive encore à croître encore un peu. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Parce que de toute façon, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Les faits sont têtus. Et il se trouve que le peak oil, là, on vient de le passer. On est en train de le passer. Et donc, qu'on le veuille ou non, il va falloir apprendre à vivre avec moins. Et le problème, ce n'est pas seulement l'origine de l'énergie. C'est ce qu'on fait de l'énergie. Même avec un instrument qui fonctionne à l'énergie solaire, si vous détruisez la forêt, à la fin, vous n'avez plus de forêt. Donc il y a vraiment, je trouve, une réappropriation à la fois symbolique et presque poétique du monde. Et là, effectivement, je rejoins ce que vous disiez, qui est absolument fondamental. Bérénice Bejo-Marcy, il y a un astrophysicien, Aurélien Barraud. L'histoire du film, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à son enfant. Est-ce que tous les deux, vous pouvez lui raconter une petite histoire ? Raconter quelle histoire ? Quel genre d'histoire ferait rêver Aurélien Barraud, par exemple ? Alors, ça commence. L'histoire, c'est de... Eh oui, vous êtes spécialiste du trou noir. Ouais. Ah, aussi. Et vous savez pas où ça va ? Personne. On ne sait pas, personne ne sait. Et moi, je vais vous raconter l'histoire de où ça va. Voilà. Une histoire. On publie ensemble. Je pense que pour le prix Nobel, on va... Alors, le trou noir. Le trou noir. Le trou noir, Bérénice, rappelle-moi le trou noir déjà. Eh ben, c'est... Comment dire Non, le trou noir, donc la matière est attirante, c'est ça la matière qui est aspirée, qui va donc dans ce trou noir, et on ne sait pas ce qu'elle devient, cette matière.
elle va quelque part. Et bien, vous savez que dans l'univers, il y a une petite pochette qui s'appelle la pochette aux déchets à trous noirs. Et donc, toute la matière qui est aspirée, elle arrive dans cette petite pochette. Et cette petite pochette, à qui elle appartient? Au kangourou de l'univers, puisqu'elle est juste devant lui. Et après Du coup, en fait, c'est en Australie. Voilà, fin de l'histoire, merci. Bonsoir. On parlait des artistes, on parlait des Césars. J'aimerais qu'on se fasse un petit kiff, qu'on regarde vos Césars. Le gagnant est Omar Sy. Et le César de la meilleure actrice est attribué à Bérénice Bejo dans The Artist. Je suis désolé, moi je vais parler de mes parents et de mes enfants. Ils regardent, mais j'ai envie de dire putain. J'ai envie de dire putain, je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Je dois vous avouer quelque chose. Je le voulais vraiment. Je le voulais. J'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup, merci à tous. C'est toujours émouvant. Hein. Ouais, c'était quand même émouvant, ouais. C'était une belle soirée. Ouais, c'était une soirée géniale. On n'arrêtait pas de faire des blagues dans la salle, on était trop contents d'être là, on n'était pas en compète. Ouais, c'était génial. Je le voulais vraiment, il sortait tellement du cœur. Parce qu'en fait, j'ai tellement perdu avec The Artist. À chaque fois que je faisais des festivals ou des prix. Enfin, Michel et Jean gagnaient tout le temps et j'étais toujours en bas à les applaudir, hyper contente. Et puis Michel me dit, tu n'y crois pas assez, Bérénice, il faut que tu y crois, il faut que tu le veuilles, ce César. Et donc la semaine d'avant, tous les jours, je faisais un travail, je disais, je le veux. Ça devenait une blague. Et je suis montée sur scène et comme ça faisait une semaine que je disais, je le veux, et je l'ai dit, quoi. Mais c'est absurde quand je vois ça, c'est tellement... Elle le voulait toute. Touchant. Oui, mais c'est hyper touchant de l'avouer. En fait, j'ai avoué, c'est ça qui était un peu bizarre. Oui, mais c'est bien, je trouve. Ouais. J'étais mais on était très connectés avec nous-mêmes, quoi. Oui, bah oui. Il y avait pas... ces moments-là, à mon avis, il faut les vivre comme ça, sinon ça sert à rien, quoi. Il est où maintenant, votre César? Il est dans le bureau. Il n'est pas en évidence, voilà, il est dans le bureau. Des fois, vous le regardez comme ça, genre, je te voulais. Je le fais tout à l'heure. Ouais, c'est promis. Omar, il est où? Pareil, dans mon bureau. Voilà, et non, c'est le voir, on se croise, on se check, quoi. Et tu passes devant, tu dis, je fais genre, mais je suis comme un ouf. Ouais, c'est ça. Il était sympa, le petit pas qu'il a fait, hein. J'avais... Oui. Ah ouais. On a pris un petit coup de vieux quand même, non? Ben non, ça n'a rien à voir. Non, c'est le prince oublié qui sort demain. Ouais, c'est ça. On est devenus parents depuis. Oui. Enfin, non, moi j'étais déjà... Oui, mais t'en avais pas 5. Ouais, j'en ai 2 de plus depuis. Ouais. Vous avez signé une pétition aux côtés de 200 personnalités du cinéma. Ça a été publié aujourd'hui dans le journal Le Monde pour dénoncer le fonctionnement des Césars. Vous reprochez à l'Académie d'être un système élitiste et fermé et vous réclamez une réforme, une refonte profonde du mode de gouvernance. Ce qui est cool, c'est que, en fait, c'est un message qu'on envoie. Et ce qui est bien, c'est que il y a une discussion qui va avoir lieu. Terzian a demandé un médiateur. Donc c'est une demande oui, qu'on soit un peu plus au courant de ce qui se passe, que peut-être les membres puissent élire aussi le président, les membres de l'association. C'est important de se poser la question. Après, ce qu'on veut surtout, c'est amorcer un dialogue. Et c'est ce qui va se passer. Oui, c'est ça. C'est d'être dans un truc un petit peu plus démocratique, quoi. Ça a fait ses preuves, je crois. Ça ressemble un peu ouais, c'est ça. aux autres pays. Et puis, en fait, justement, on parlait de la cérémonie des Césars tout à l'heure. C'est d'avoir un truc qui ressemble plus à une fête, quand même. C'est quand même un truc, c'est un peu la kermesse du cinéma. Moi, franchement, j'ai regardé les Oscars. Les Oscars, ils ont supprimé les présentateurs. Ah oui, il y avait plein de numéros comme ça dans tous les sens. Et j'étais très fier qu'on ait les Césars en France. Avec Florence Foresti. J'étais très content. Ah non, mais ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas. Il y a plein de trucs. Mais en plus, en vrai, en signant ce truc, moi, je pensais que c'était le truc, truc interne, si tu veux. On essaie d'améliorer notre bazar. Et c'était, voilà, l'Académie. Après, ça devient comme ça public. On sait bien que c'est pas la chose la plus urgente, surtout quand on vient de parler maintenant du réchauffement climatique. Ça semble un peu dérisoire de parler de l'Académie comme ça. Mais en vrai, voilà, c'est juste pour améliorer le fonctionnement et d'avoir un truc, j'ai envie de dire, un peu plus démocratique, en fait. À côté de vous, Bérénice Bejo et Omar Sy, il y a Aurélien Barraud. Et Aurélien Barraud a déjà été imaginé par Omar Sy dans le SAV.
Service après-vente, bonjour. Comme chaque année, vous vous êtes rempli la panse pendant les fêtes. Oui, vous vous êtes empiffré de foie gras et compagnie. Mais qu'avez-vous fait? Vous n'avez engraissé qu'une seule chose. Le capitalisme. Oui, vous engraissez le poison qui causera votre perte à tous. Malleus maleficarum. Maigre. Aurélien Barraud, il force à pas rire. Il a le seum, mais il est quand même très drôle. Mais c'est rigolo. Malgré tout, on peut... Malgré tout. Bon, Aurélien, on peut faire des petites choses rigolotes quand même en attendant. Ah mais il faut. Oui, il faut, bah oui. Sinon c'est dur. n'empêche pas l'autre. Bah et, oui. ouais, et ce soir, un grand film est diffusé sur C8, OSS 117, le Carni d'espion avec vous, Bérénice Bejo. génial. C'est génial, ça. On se fait un petit extrait. Ah ouais. Bien sûr. Allez. Il y a Bérénice dans l'extrait quand même. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, dites-moi, Larmina, cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour, là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin? Vous avez fait taire le muezzin? Le Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Ah, j'ignorais. C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. On m'enlèvera pas l'idée que c'est une curieuse religion. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Vous êtes à l'affiche du nouveau film de Michel Hazanavicius qui sort demain. Ici, on est sur Canal+. Il a fait ses débuts sur Canal+. Une question à tous les trois pour vous. Qui est l'homme ou la femme le plus classe du monde? Pitbull. Pitbull. Je sais pas, moi j'aimerais bien que ce soit un petit rat, un truc comme ça. Un truc, Rabidbol. un insecte. Et du coup, ce serait un lapin, Rabidbol. C'est ça. Pour le plaisir, on va vous diffuser un extrait de La classe américaine. C'est la première réalisation de Michel Hazanavicius avec Dominique Mézeret. Comment est-ce qu'on peut raconter ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est un grand n'importe quoi. C'est des vieux films, plein de petits morceaux de vieux films mis ensemble, avec tous les dialogues changés et avec des mots et des situations complètement débiles qui plaisent aux enfants et aux adultes d'âge mental d'environ 10 ans. Petit, il est grand, encore Petit, il est grand, comme le prince oublié. Je me fous toujours de la gueule de Michel avec ce film. C'est devenu un film culte et c'est quand même du grand n'importe quoi. Mais les gens adorent ce film. Mais oui, regarde. Toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Ça fait plusieurs fois que je te croise. T'es toujours sur mon chemin, tu veux quoi? Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi. C'est pas mal ça, le pins sur la cravate. C'est la classe. La classe américaine. C'est tellement déjà les dialogues de Michel, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, tout le temps. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle la Michel, c'est tricoté, quoi. C'est vraiment, il tricote le cerveau. Ouais. C'est comme dans le film, il y a un dialogue, moi, que j'adore, mais c'est « Suis-moi en me précédant ». Voilà, ça pour moi, c'est vraiment du Michel, ça. On va parler du bio, Aurélien Barraud. Juste avant ça, j'aimerais qu'on regarde un extrait du SAV. Service après-vente, bonjour. J'ai la solution pour manger bio, pas cher. Alors on vous écoute. Vous allez chez un fermier et vous faites passer pour un lapin. Ah bah oui. Tout gratos. Oui. Maïs, luzerne, blé, pissenlit, tout gratos. Ah c'est bien. Eh ouais. Ouais. Sérieusement, Aurélien Barraud, Le tout à lapin, le l'heure, kangourou. on disait le bio, c'est plus cher. Est-ce que manger bio, c'est une solution? Il en peut plus, Omar, il est mort. Mais non, il a fait le lapin, il a fait le kangourou, il nous fait quoi maintenant? Un nouvel animal? C'est très con, mais c'est drôle, le SAV quand même. Eh ben, faut le refaire. Ah, ça me fait rire, c'est Eh ben, quand même. faut revenir. Ouais, c'est très marrant. Il y a une place ici pour faire le SAV. je te dis D'accord, comme avec ça. plaisir. Voilà. Ah, mais c'est marrant, le lapin. Encore. On a le droit de rire, non? Il va refaire. Ça me fait rire, moi. Aurélien Barraud. C'est bien de manger bio.
c'est bien, mais c'est pas sérieux. Enfin, on n'en est pas là, quoi. Oui, il faut le faire, bien sûr. Tout ça, c'est très bien. Moi, comme tous les bobos, je fais équitable, je fais bio. Ouais, très bien, on retraite, on prend plus l'avion. Parce qu'on voit toutes les grandes enseignes nous vendre. Mais on est écolo, on est bio. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non mais c'est mieux. Moi, je pense qu'il faut être multifractal. Il faut essayer dans tous les sens, il faut tout faire en même temps, il faut aller tous azimuts. On est en guerre totale contre la vie. Actuellement, on est en train de gagner cette guerre. C'est un peu con parce que c'est une guerre qui va nous tuer. Donc il est temps de s'y remettre. Donc très bien, oui, il faut le faire. Moi, je le fais pour mes gamins, je le fais pour moi et j'encourage tout le monde à le faire. Mais il faut surtout pas avoir l'impression que tout se joue là. Ça, c'est quand même un détail. Franchement, aujourd'hui, t'entends des gens nous dire mais vous savez quand même, il y a des choses sérieuses, il y a des réalités économiques. Non. C'est pas vrai. Il n'y a pas de réalité économique. Il y a des conventions économiques. Les réalités, elles sont physiques, elles sont climatiques, elles sont géologiques, et celles-là, elles sont en train de se rappeler à nous. Vous savez, les gamins, quand ils jouent au Monopoly, qui s'emmerdent et qui se rendent compte que la partie va être chiante, ils changent les règles. C'est normal, parce que ce sont des conventions. Nous, aujourd'hui, on est en train de faire une partie qui nous tue. On est en train de jouer au Monopoly, mais dans une maison qui brûle. Et on dit non, il faut absolument finir la partie. Non, il ne faut pas finir la partie, il faut sortir de la maison. Et ça, on ne l'a toujours pas compris. Donc là, encore, une fois de plus, il y a un niveau de sérieux qu'il va falloir acquérir extrêmement rapidement. Est-ce qu'il y a un vote qui peut changer quelque chose ? Je ne sais pas, encore faudrait-il qu'il y ait des candidats qui puissent changer quelque chose. Mais c'est vraiment un problème structurel. C'est un problème qui est symbolique, qui est poétique, qui est imaginatif, qui est organisationnel. Et même parfois, quand on dit « je vais aller le plus loin possible », le problème, c'est le capitalisme. Beaucoup de gens disent ça. C'est vrai qu'il y a un problème avec le capitalisme. Il y a un problème parce que le capitalisme contient en lui-même son hubris, en fait, puisque c'est le capital qui crée du capital, donc il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Ça, c'est vrai. Mais c'est même pas suffisant. Les empereurs et les rois, c'était pas des capitalistes. C'était pas des capitalistes, littéralement. Et pourtant, en termes d'égalité sociale, c'était pas terrible non plus. En termes d'écologie, c'était pas terrible non plus, si on se ramène bien sûr aux moyens de l'époque. Donc finalement, le problème, il est fondamental. Et on a très peu de temps pour faire face à une question qui est abyssale. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut avoir une touche d'espoir avec vous ? Ah mais complètement. C'est génial. On est la génération qui est en demeure. Demandé, Non, mais je t'assure. Écoute, voilà, on n'a pas le choix. Soit on change tout, soit on est tous foutus. C'est quand même pas mal, ça. Moi, je trouve que c'est extraordinairement excitant de se dire qu'on a tout à changer. Bon, c'est pas du tout ce qui se passe. Quand on regarde à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale, on s'engouffre dans une vision qui est complètement technocratique et gestionnaire du monde. C'est l'horreur absolue. Ce qu'il faut faire, c'est l'exact inverse de ça. Mais si on arrive à le faire, nouer de nouvelles solidarités, des connivences imprévues, un véritable amour et non pas une tolérance vis-à-vis de l'altérité, c'est magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, devant nous, on a un enjeu considérable à résoudre. Et il y a une peur qui s'exprime en disant « mais on ne va pas y arriver ». Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce changement de modèle, il implique de quitter un modèle qui crée déjà du malheur aujourd'hui, ici et maintenant. Les inégalités s'accroissent partout dans le monde, y compris en France. La dépression gagne, les gens sont de plus en plus déprimés quand on les interroge. Donc à un moment donné, la question c'est est-ce qu'on poursuit quelque chose qui nous rend aujourd'hui déjà malheureux ? Ou est-ce qu'on accepte l'idée qu'il y a un changement à faire, qui est un changement systémique, qui est un changement important, mais qui peut-être peut nous amener, sans doute d'ailleurs, vers le meilleur. Ici, on a une solution contre la dépression. Une des premières choses qu'on a diffusées sur la chaîne Click, c'était avec Omar et Fred. Salut, bienvenue dans Je chante, tu danses. Joachim, bonjour. Salut Ernesto. Alors tu connais le principe, je chante et tu danses, et après on permute. T'es OK ? Je suis OK. 3, 4. Na 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 na. Wakabam. Dexambon. Perlade woo bandis. OK, on permute. Kumbale, esconde, kumbale. C'est vrai que certains doivent se dire que ce sketch est énervant. Et alors, Omar et Fred n'ont-ils pas pour autant leur place à la télévision ? Que font-ils de mal ? Existe-t-il une loi qui interdit les sketchs écrits de façon hâtive et qui manquent de contenu ? Êtes-vous vous-même toujours au top ? Non, certainement pas. Dans la vie, ce qui prime, c'est la sincérité. Et moi, ce que je vois là, c'est deux jeunes qui ne cachent pas leurs faiblesses et qui aspirent au bonheur. Il faut bien démarrer. En tout cas, demain, ça sort. Ça s'appelle Le Prince oublié avec Bérénice Bejo et Omar Sy, nouveau film de Michel Hazanavicius. Allez-y pour les petits et les grands. Merci d'être venu dans Click. Aurélien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est publié aux éditions Michel Lafon, version augmentée. Vraiment, encore merci d'être venu dans Click. Vous allez revenir bientôt. Ah mais moi j'adore ce que tu fais. Eh ben voilà, il faut venir tout le temps.
Tout de suite sur Canal+, un film oscarisé, Call Me by Your Name, avec Timothée Chalamet. Merci Émilie, merci Clément, merci Jimo. Et merci à vous d'avoir regardé Click. À demain. Merci.